Bien, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur, chers collègues, chers amis, s'il y avait bien un devoir, c'est pas un devoir de mémoire, mais c'était un devoir pour moi d'être ici, pour participer à cette réflexion, à ce travail de mémoire, à ce travail d'histoire. J'aimerais bien d'ailleurs que ce soit cette formulation qui soit retenue et par mes amis de l'UEJF et par Marcel et les amis qui travaillent sur cette mémoire, sur cette histoire du génocide des Tutsis, dans la mesure où, à partir du moment où on décrète une forme d'obligation morale, on va à l'échec. Donc, décrétons un travail, oui, ça pas trop difficile, et avançons ensemble d'ailleurs sur les deux registres, que sont les registres de la mémoire et les registres de l'histoire, et sur lesquels nous aurons certainement à revenir dans cette première table ronde. Sur la mémoire, et ça a été remarquablement dit par les trois intervenants que nous venons d'entendre, dans la mesure où, tout d'abord, cette mémoire du génocide des Tutsis s'inscrit dans ce que j'appellerais, dans mon jargon professionnel, un régime de mémorialité, c'est-à-dire un moment où se cristallise une certaine forme de rapport à la mémoire, d'appropriation du passé, pour construire à la fois, enfin, vivre dans le présent et construire un avenir. Et cette appropriation du passé par des mécanismes mémoriels, on voit bien que passe par la centralité de la victime. La victime, depuis les années 80, est au cœur des constructions des mémoires collectives, et pas simplement en France. À partir de là, outre cette mise en perspective, qui sera nécessaire certainement dans notre débat, à approfondir, à mettre en avant, se pose évidemment la question des concurrences mémorielles ou des convergences mémorielles. Je plaiderai bien entendu pour les convergences mémorielles. Je plaiderai aussi pour un travail d'histoire. C'est le sens de cette première table ronde. Comprendre le génocide, recherche, témoignage, archives, l'idée étant d'essayer de creuser les méthodes, les outils, les concepts qui permettent de mieux comprendre ces phénomènes exceptionnels que nous avons à traiter. Sans se faire trop d'illusions, je le dis tout de suite, c'est un combat que nous menons les uns et les autres. Si la connaissance historique des phénomènes permettait de nous guérir de la maladie, de la guerre et du génocide, on le saurait. Et c'est vrai qu'après la Shoah, on pouvait se dire qu'un autre génocide était évidemment impossible. Il a eu lieu. Voilà. Donc, je pense que ça doit aussi nous conduire à un minimum, voire un maximum de modestie, mais aussi à la nécessité de concevoir, et en tout cas, c'est la façon dont je conçois mon travail d'historien, de concevoir ce travail aussi comme un engagement. Un engagement qui n'est pas nécessairement suivi des faits, dans les résultats que nous attendons de lui, mais en tout cas qui est la condition à minima pour que, au-delà de quelques personnes, se mobilisent les consciences. Donc, pour reprendre ma casquette plus scientifique, j'ai vraiment un grand plaisir d'accueillir Régine Weintrater, qui est psychanalyste, Université de Paris 7 Diderot, Jean-Pierre Chrétien, vieux complice, enfin, vieux dans la complicité, sinon je ne vais pas sortir vivant de cette salle, qui est africaniste, on va dire, spécialiste du sujet, évidemment, d'histoire
Rwanda qui est du Rwanda très contemporain et que tout le monde connaît, comme on connaît Raymond Kevorkian, qui est historien, professeur à l'université Paris 8, qui nous donnera un éclairage autre, bien sûr, sur le génocide arménien, et Alain Nguerim-Chouti. J'ai pas fait de faute, hein. On dirait un vrai... Ouais. Oh là là, bon Dieu. Qui est vice-président d'Ibuka France. Quand même plus facile, Péchanski, hein, je veux dire. Et ça fait plus français. Donc, ce que je propose, c'est que nous avancions dans cette réflexion en approfondissant les uns les autres cette question des outils que nous pouvons utiliser. Dans mon jargon, j'appellerais des outils d'intellection, de compréhension, d'analyse, qui sont indispensables. Parce que autant je serai constamment à vos côtés pour, évidemment, qu'arrive le jour où on puisse obtenir ce lieu de mémoire indispensable sur le génocide des Tutsis en France, et porté singulièrement par la mairie de Paris et par son maire, et au-delà par le président. Autant là, on doit creuser les connaissances que nous pouvons avoir de ces phénomènes, y compris pour faire de l'analyse comparée. Donc, je propose peut-être que... je vais commencer par, si tu veux bien, par toi, Raymond, pour que tu abordes avec, historiquement, justement, ce recul face à un phénomène qui a été un phénomène premier, on dirait, dans l'histoire du XXe siècle, du XXe siècle de l'horreur, et que tu nous dises quelle difficulté, à quelles difficultés vous êtes confrontés, historien de ces sujets, et quelles sources, archives, témoignages vous pouvez mobiliser pour surmonter ces difficultés. Bien, je veux tout d'abord également signifier que c'est avec une spontanéité immédiate que j'ai accepté l'invitation, dans la mesure où, historien ou pas, avec une expérience familiale qui est la mienne, sans doute comme beaucoup d'Arméniens, je suis nécessairement à l'écoute de la douleur des autres. Bien. Alors, je me propose en fait de vous évoquer un petit peu l'expérience arménienne en termes de mémoire et d'histoire, et dans cet ordre. Parce que précisément, côté arménien, il y a eu d'abord un travail de mémoire qui a été accompli par les rescapés, qui a pris une forme assez particulière et qui a duré plusieurs décennies. C'est la constitution d'environ 150 monographies qui touchent une bonne partie des régions dont les Arméniens étaient originaires. Alors, on trouve dedans des éléments ethnographiques, de la musique, voire même des traditions culinaires, et la mémoire, en fait, du terroir. Et ça a été comme une obsession. Et tout cela a été organisé par des associations compatriotiques dispersées aux quatre coins du monde, aux États-Unis, en Europe, au Proche-Orient, au Liban, en Syrie en particulier. Et parallèlement à la constitution de ces monographies, à 95% en arménien, il faut le préciser, donc vraiment pour un usage interne, presque familial, énormément de rescapés ont rédigé des témoignages, leur mémoire, leur expérience donc leur expérience de la déportation et des massacres. Ces matériaux sont sortis très très progressivement on va dire, de leur enfermement, on peut dire ça,
au même titre que les rescapés s'exprimaient très peu oralement, ne transmettaient pas à leur descendance ou de manière exceptionnelle, eh bien ces témoignages sont restés très longtemps enfermés et il a fallu attendre les années 60-70 pour voir la publication dans leur langue originale de ces mêmes matériaux. Quant à l'histoire, eh bien, telle qu'on l'entend évidemment en Europe, l'histoire, elle a pris un petit peu plus de temps à se mettre en place. Sans doute parce que ce même monde arménien avait besoin de se reconstituer dans l'environnement diasporique nouveau pour lui. Sans doute aussi parce que il n'y avait plus d'élite arménienne, puisque c'est la première qui a été exterminée en 1915. Sans doute aussi parce que, pour la plupart, nous avons des grands-parents qui étaient des paysans d'Anatolie, qui sont arrivés en France. Leur présence en France, c'est une rupture, pas seulement en termes de violence vécue personnelle, mais en termes d'urbanisation, en termes linguistiques, puisque la plupart ignoraient le français. Bon, bref, je vous dis ça en ajoutant qu'en définitive, il a fallu énormément de temps pour qu'on voit quelques historiens s'extraire de cette communauté, et c'est plutôt des personnes exceptionnelles, comme Yves Ternon, par exemple, en France, qui ont été les premiers à prendre en main ce dossier et à le passer dans le domaine public. Jusqu'à l'arrivée d'Yves Ternon, on peut dire que le cas arménien est resté dans la sphère privée arménienne, mais là, à partir de lui, il quitte tout doucement le monde de la mémoire pour rentrer dans le cadre de l'histoire. Et depuis lors, on peut dire que, en particulier ces 20 dernières années, c'est devenu un sujet de recherche international. Il doit y avoir une bonne vingtaine de chercheurs dans le monde qui travaillent sur des domaines très divers, qui vont de l'idéologie jeune turque elle-même jusqu'à la prise de décision, la géographie du génocide, les aspects juridiques, la dimension voire même économique de la captation des biens arméniens. Enfin, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dorénavant, dont en particulier un historien turc, un collègue mais qui a la particularité quand même de travailler hors de Turquie. Il est installé dans la région de Boston, s'appelle Taner Akçam. C'est plus facile. Il y a évidemment une certaine complicité entre nous tous et quand il s'agit d'historiens et non de propagandistes, puisque dans le cas arménien, il faut vraiment faire clairement cette distinction, il y a effectivement plus d'origine quelconque qui compte, mais seulement s'il s'agit d'un historien digne de ce nom qui travaille avec une certaine objectivité. Alors, concernant les archives, je sais qu'on a très peu de temps, je vais résumer. La question première qui se pose, c'est l'utilisation du témoignage et le statut du témoignage. Il y a eu des travaux qui ont été menés là-dessus. Il y a un débat même extrêmement virulent aux États-Unis ou en monde anglo-saxon sur cette question. Personnellement, j'en ai fait usage, mais en m'imposant une règle qui me paraît raisonnable, c'est celle d'utiliser des témoignages à chaud. En gros, mis par écrit entre 1917 et 1920, immédiatement après les événements, en me refusant à utiliser des témoignages pris par écrit dans les années 50, 60 ou 70, qui ont une autre valeur, on va dire une représentation personnelle, mais qui ont été nécessairement, peut-être que le mot pollué est un peu fort, mais qui ont été en tout cas entachés par l'expérience vécue par ces rescapés. Donc témoignage à chaud.
qui ont une valeur. Pourquoi? J'utilise souvent un exemple, c'est le cas d'une préfecture de province. Pour une préfecture de province, le début du génocide, on peut faire une observation assez pointue avec des témoignages de consuls ou d'agents consulaires, voire de missionnaires américains, allemands ou autres sur place. Ça nous donne des indications sur la nature on va dire, la montée en puissance de la tension localement, l'état d'esprit des autorités locales, de l'administration, de l'armée, des élites arméniennes sur le terrain. Mais dès qu'on quitte la ville et qu'on entre dans les convois de déportés, voire après dans les camps, on n'a quasiment plus d'autres outils pour observer et comprendre ce qui se passe que l'utilisation de personnes qui étaient dans ces convois. Alors, j'ai indirectement dit qu'il y a un autre type donc de sources qui sont assez précieuses, mais que l'historien, avec on va dire le b.a.-ba du métier, doit sérieusement critiquer. Ce sont les sources consulaires et les sources missionnaires qui, selon la provenance, par exemple, s'il s'agit d'un missionnaire allemand, il faudra être relativement prudent dans l'approche, puisque c'était un pays allié de l'Empire ottoman, mais sans le rejeter, bien évidemment. Un missionnaire américain, il faudra prendre avec des pincettes toute la dimension, on va dire, chrétienne, et en particulier évangélique, qui lui donne un regard un peu spécifique sur les faits, mais enfin, il donne quand même des faits. Des catholiques, il n'y en avait plus sur place, des missionnaires catholiques, puisqu'il s'agissait essentiellement de missionnaires français qui ont été exclus dès le début de la guerre, à la veille de la guerre. Alors, il reste enfin les témoignages officiels. Alors, les témoignages officiels, on n'en a pas parlé pendant des décennies, et en Turquie, on s'est décidé à publier des recueils de témoignages, des archives officielles, en particulier les correspondances du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, pardon, qui était un des principaux coordinateurs des violences, et du directorat pour les tribus et les émigrés. C'est un euphémisme qui désigne l'organisme qui a été chargé de déporter les Arméniens. Eh bien, vraiment, les archives de Turquie ont fait un travail d'une utilité extraordinaire en publiant ces séries de documents, sans avoir en fait conscience, je crois, de ce qu'ils publiaient, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun spécialiste de la question, et ils nous ont donné en fait une sorte de squelette administratif de la mise en place administrative du génocide, et ça résume très bien ce génocide lui-même. Toute la partie, il y a toute une partie administrative donc qui est gérée par les vilayettes, les préfectures, et tous les services qui lui sont liés, et pour organiser, par exemple, pour dresser les listes des déportés, les listes des biens qui sont captés. Mais les départs de convois, ça nous permet, par exemple, de préciser des chronologies quand on avait des doutes, ou de recouper des informations venues d'ailleurs. Donc je considère vraiment comme inestimable la contribution de la direction des archives ottomanes, des archives turques, donc, pour la recherche historique. Et ceci dit, depuis une quinzaine d'années, ces archives se sont très sérieusement organisées, et il y a des progrès. Il y a des progrès. Je ne saurais dire s'il y a un nettoyage des matériaux avant la présentation au public, mais par exemple, il y a quelques mois, on a mis à la disposition du public des correspondances entre le ministre de l'Intérieur et les préfets de province. Eh bien, ça nous permet en fait quasiment de voir au quotidien les décisions administratives, et ça nous apporte énormément d'informations. Le temps presse, je crois, non? 2 minutes, bien. Alors, pour conclure,
ça serait presque un souhait que j'émettrais, et j'espère que les représentants de la ville de Paris sont encore présents. Il me semble effectivement que le travail de comparatisme est une nécessité absolue. Des gens comme Yves Ternon et plus tard Jacques Semelin ont ouvert la voie. L'expérience que nous avons faite collectivement à Sciences Po avec une encyclopédie des violences de masse, moi personnellement m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup appris. Il me semble que c'est une démarche qui pourrait se développer, par exemple sous la forme de la création de chaires universitaires qui n'existent pas, il faut quand même le souligner en France. Je crois que la seule chaire d'études comparatives des génocides doit se situer à l'université de Sienne en Italie, et c'est vraiment un souhait que je fais. Je vous rassure, je ne suis pas candidat, je vais partir en retraite bientôt, mais pour les nouvelles générations, ça serait un grand apport. Je vous remercie. Je crois effectivement que cette réflexion croisée sur les violences de masse qui intègre les génocides et pas simplement les génocides ces réflexions seraient absolument indispensables. D'ailleurs, elles sont engagées, et tu fais bien de signaler le travail exceptionnel qui a été lancé par Jacques Semelin sur l'encyclopédie des violences de masse, et qui finalement fournit des éléments qui déboucheront peut-être sur la décision d'une université de lancer ce type de travaux organisés par un chercheur qui aurait quand même une compétence assez large, hein, parce que c'est... voilà, je veux dire, il y a des polyglottes, mais là, il faut bien travailler, hein, pour améliorer. Parce que si tu veux, le problème avec les historiens, c'est qu'il y a beaucoup d'historiens qui font du comparatisme, mais à partir d'un cas, et qui travaillent sur la littérature de seconde main pour les autres. Donc, rien que ce qu'on a là implique une connaissance linguistique qui, effectivement, appellera des compétences particulières, au-delà même des sujets. Je retiens ça au-delà. Je retiens vraiment deux choses de ton exposé passionnant. C'est retenez bien la question d'articulation entre mémoire et histoire. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a eu une première sensibilisation qui est voilà, la réaction réflexe de lutte pour la reconnaissance mémorielle. Et assez rapidement, même très rapidement, on a vu qu'il fallait passer par l'étape d'une réflexion scientifique, historique, ethnographique, enfin tous les outils que peuvent nous donner les sciences humaines et sociales, et au-delà, on reviendra là-dessus, les sciences du vivant et d'autres catégories qui nous sont offertes pour la réflexion et la compréhension, pour nous permettre de nourrir un travail mémoriel. Donc c'était un superbe exemple et sur lequel on devra réfléchir aussi pour le Rwanda, en faisant en sorte que, comme tu l'as bien montré, il n'y ait pas de conflit, et qu'on ne soit pas d'abord guidé par des impératifs qui seraient des impératifs non scientifiques. Pour aller très vite, la mémoire n'est forte que si elle se nourrit du vrai. Voilà. C'est pas mal, ça. Ah, je le replace, tiens. Bien. Et la deuxième chose, sur l'articulation méthode histoire, belle leçon de méthode, hein, de méthodologie, en particulier le rapport aux archives orales. On reviendra sur la question des témoignages. Je suis entièrement d'accord si on utilise directement les témoignages comme source de compréhension même des événements eux-mêmes dans leur chronologie,
la distance est une question essentielle, mais un témoignage 20 ans, 30 ans plus tard, ou pour ce qui concerne le génocide arménien, 50 ans, 60 ans, ou même une mémoire transmise par génération, intéresse comme objet d'étude tout historien de la mémoire, parce que ces mécanismes de reconstruction sont absolument passionnants aussi comme objet d'étude. Alors là, c'est un peu mon autre casquette que je mets, qui est celui de l'historien de la mémoire, et qui travaille actuellement sur des projets internationaux associant des spécialistes, et nous y reviendrons quand je passerai la parole à Régine, qui associent des spécialistes de disciplines totalement différentes. Aussi bien ceux qui travaillent sur le social que ceux qui travaillent sur la psyché. Donc, voilà, des pistes qui sont tout à fait intéressantes et qu'on va continuer à creuser. Toujours, je voudrais rester chez les historiens, puisque là, on aura une sorte de dialogue immédiat. Et avant de passer la parole à Alain, je voudrais passer la parole à Jean-Pierre Chrétien, pour qu'il nous explique justement les difficultés auxquelles éventuellement il est confronté, comment il a pu surmonter ces difficultés, et comment éventuellement il y a cette conflictualité entre mémoire et histoire autour d'enjeux politiques.